Salut à toutes et à tous, c'est Charline sur French Podcast. Aujourd'hui, on plonge dans un épisode spécial qui va vous donner confiance pour parler des prix et faire vos achats en français. Emmanuel, tu es prêt à partager des anecdotes d'achat ? J'attendais ce sujet avec impatience. Faire du shopping en français, c'est parfois toute une aventure, surtout quand on doit demander les prix. Avec nos astuces et quelques bons fous rires, je suis sûr que même les débutants vont s'y retrouver. Exactement. Et pour ceux qui commencent, pas de panique. On va décomposer chaque étape, du vocabulaire essentiel jusqu'aux petites phrases qui sauvent en boutique. On commence ? On y va. Et d'ailleurs, j'ai une histoire hilarante qui m'est arrivée au marché la semaine dernière. Mais avant ça, posons les bases sur comment demander un prix. Alors, souvent la première phrase qu'on apprend, c'est combien ça coûte. Ou c'est combien. Mais tu as remarqué, Emmanuel, que parfois les vendeurs répondent plus vite qu'on ne s'y attend ? Oh, totalement. La première fois que j'ai demandé, c'est combien, j'ai eu droit à un torrent de chiffres. J'étais complètement perdu, surtout avec les accents du Sud. Ce qui m'a sauvé, c'est d'ajouter « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» ou même de montrer un billet pour clarifier. Tellement vrai. Et puis, il ne faut pas hésiter à dire je débute en français, les Français apprécient l'effort et souvent, ils ralentissent exprès. Tu utilises d'autres phrases pour négocier ou comparer les prix ? Oui, j'aime bien demander « Est-ce que c'est en promotion ?» ou « Vous avez quelque chose de moins cher ?» Ça met une bonne ambiance et parfois on découvre des offres cachées. Ce qui me fait penser, il y a des petites différences entre acheter au marché et dans les grandes surfaces. Tu me rappelles justement ce moment où j'ai confondu cher et pas cher. J'ai demandé si une robe était très chère, pensant dire qu'elle était abordable. Le regard de la vendeuse. Ah oui, ce genre de quiproquo, ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Pour éviter les malentendus, il faut bien distinguer cher pour expansive et bon marché ou pas cher pour inexpansive. J'avoue que j'ai eu ma dose de fou rire là-dessus. Et puis il y a tout le lexique autour des achats. Payer en liquide, la carte bancaire, le ticket de caisse. Tu as déjà eu une surprise avec les modes de paiement ? Absolument, il m'est arrivé qu'on refuse ma carte ou qu'on me demande un code alors que je pensais qu'il fallait signer. Les petits détails comme ça, c'est ce qui rend l'expérience authentique. Au fond, c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Ce qui me sauve à chaque fois, c'est d'arriver avec un petit plan en tête. Par exemple, regarder les étiquettes discrètement avant d'oser demander. Tu as d'autres astuces pour ne pas perdre pied ? J'en ai une qui fonctionne à tous les coups, se préparer une ou deux phrases types, comme « je cherche » ou « vous pouvez m'aider ». Même si l'accent n'est pas parfait, ça brise la glace et on gagne du temps. Et puis, ne pas sous-estimer le pouvoir du sourire. Ça détend tout le monde, même quand on hésite sur un mot. Parfois, les vendeurs proposent spontanément de l'aide quand ils voient qu'on essaie. C'est clair, la bienveillance, ça change tout. Et puis, demander à répéter ou à parler plus lentement, c'est normal. Il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, on pourrait presque faire un jeu de rôle en direct. Allez, on se lance ? Je suis la vendeuse et tu es le client. Tu entres dans ma boutique de souvenirs, Emmanuel. Que dis-tu ? Bonjour, madame. Je voudrais savoir combien coûte cette petite tour Eiffel, s'il vous plaît. Elle est à 12 €, monsieur. Voulez-vous que je vous la mette en paquet cadeau ? Ce serait parfait, merci. Et est-ce que vous acceptez la carte bancaire ? Bien sûr. Voilà votre ticket de caisse. Merci de votre visite et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. C'est fou, comme ce genre de mini-dialogue, on peut le réutiliser partout. Il suffit de s'entraîner pour gagner en fluidité. C'est vrai, plus on pratique, plus le français des achats devient naturel. Pour celles et ceux qui nous écoutent, ne stressez pas si vous faites des erreurs. Elles font partie du jeu. Exactement, et chaque expérience en boutique est une occasion d'apprendre un nouveau mot, une nouvelle tournure. Même une confusion peut se transformer en souvenir drôle et utile pour la prochaine fois. On espère que cet épisode vous aura donné confiance pour vos prochaines emplettes en français. D'ailleurs, si vous avez des anecdotes ou des questions, envoyez-les nous. On adore lire vos messages. Et pourquoi pas, à l'avenir, proposer vos propres dialogues pour qu'on les joue à l'antenne. On adore cette interaction avec vous. Voilà, c'était French Podcast. Votre rendez-vous pour progresser en français en s'amusant. On se retrouve très vite avec de nouveaux thèmes concrets. Prenez soin de vous, continuez à oser parler, même avec un accent ou des hésitations. C'est comme ça qu'on avance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt sur French Podcast et surtout, bons achats à tous. À très vite et n'oubliez pas, chaque conversation, même simple, vous fait progresser. Salut tout le monde. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Salut à toutes et à tous, c'est Charline. Je suis super contente de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre épisode sur French Podcast.
On a reçu pas mal de messages après la première partie, donc on va continuer à explorer les sujets qui vous intéressent. Emmanuel ici. Franchement, ça fait trop plaisir de voir à quel point notre communauté est active. Aujourd'hui, on va plonger dans des conversations utiles, surtout pour ceux qui commencent à apprendre le français ou qui veulent se débrouiller au quotidien, comme quand on fait du shopping. Oui. Et puis tu sais, les petites phrases pour demander des prix ou comprendre les promotions, c'est vraiment la base. Alors on va se concentrer là-dessus. Tiens, tu te souviens de ta première expérience à Paris dans une boutique? Oh, laisse-moi te dire, j'étais complètement perdu. Je ne savais même pas comment demander le prix d'un pull et j'ai fini par acheter un bonnet dont je n'avais même pas besoin. On va éviter ça à nos auditeurs, non? Exactement. Allons-y étape par étape pour que tout le monde puisse s'en sortir la prochaine fois qu'il fera du shopping en français. Alors Emmanuel, on commence avec le grand classique. Demander le prix. Tu saurais rappeler quelques phrases simples qui marchent partout? Ce qui m'a sauvé, c'est le fameux combien ça coûte ou encore c'est combien. Les vendeurs comprennent tout de suite, même si on a un accent. Oui, et pour ajouter un brin de politesse, on peut dire s'il vous plaît, combien coûte ce pantalon? Je trouve que ça passe toujours mieux, même dans les petits marchés. C'est vrai, un sourire aide aussi beaucoup. Une anecdote, une fois, j'ai ajouté monsieur à la fin et le vendeur m'a proposé une réduction, comme quoi la politesse, c'est parfois rentable. Ah, c'est bon à savoir. Et puis, on peut aussi demander y a-t-il une promotion en ce moment? Ça évite les mauvaises surprises à la caisse. Maintenant, imaginons que le vendeur répond avec un prix. Parfois c'est rapide, parfois il rajoute des infos. Tu fais quoi si tu ne comprends pas tout? Dans ce cas, je n'hésite pas à demander pardon, vous pouvez répéter plus lentement ou pouvez-vous écrire le prix. La plupart du temps, ils sont contents d'aider. C'est tellement vrai. Et si on veut faire baisser le prix, il y a des phrases sympas, genre vous pouvez faire un petit geste ou est-ce que c'est votre meilleur prix? J'adore celle-là. Même dans les grandes surfaces, parfois ils proposent une carte de fidélité ou un coupon. Faut pas hésiter à poser la question, ça peut vraiment valoir le coup. D'ailleurs, la négociation fait un peu peur au début, mais on s'y fait vite. Et puis, ça donne l'occasion de pratiquer son français en situation réelle. Tu sais, ce qui me fait toujours rire, c'est quand on se trompe de mots en magasin. J'ai déjà demandé c'est délicieux. En voulant parler d'un pull, la vendeuse était hilare. Oh, ça m'est arrivé aussi. J'ai confondu chaussettes et chaussons une fois, résultat, je suis reparti avec des pantoufles, mais en général, si on explique gentiment, les vendeurs sont patients. Justement, pour nos auditeurs, n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Et puis, utilisez des phrases toutes simples comme je cherche ou avez-vous cette taille? Ça suffit souvent. Ce qui aide aussi, c'est d'observer comment les clients locaux parlent. Parfois, on capte de nouvelles expressions sans même s'en rendre compte. Et puis, si jamais on bloque, un geste ou un sourire fait passer le message. Ça me rappelle la première fois que j'ai entendu ça ne me va pas. J'ai cru que la cliente parlait de la météo. On apprend des trucs tous les jours. Avant de conclure, on doit absolument partager quelques ressources. Toi, tu écoutes quoi pour améliorer ton français, Emmanuel? J'ai découvert Podcast Français Facile, c'est top pour réviser les bases. Les épisodes sont courts et clairs, parfaits pour les trajets du matin. Et toi, tu as une reco? J'aime bien Inner French. Ce qui me plaît, c'est qu'ils expliquent plein de choses sur la vie en France, pas juste la langue. Et puis notre French podcast, évidemment, pour pratiquer en s'amusant. Exactement. Ce qui fait la différence, c'est d'écouter un peu chaque jour. Même 10 minutes, ça change tout. Et puis, n'hésitez pas à revenir sur nos anciens épisodes, on y aborde plein de situations du quotidien. Et si vous avez des suggestions, envoyez-nous un message. On adore vous lire et adapter nos sujets à vos besoins. On arrive déjà à la fin, mais on espère que vous avez attrapé 2 à 3 astuces pour mieux gérer vos achats en français. J'ai hâte de voir si certains vont oser négocier leur prochain café ou t-shirt, juste pour le plaisir d'essayer ces phrases. N'oubliez pas, chaque essai compte. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur French Podcast. Partagez l'épisode si ça vous a plu et retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau thème, toujours en français facile. Prenez soin de vous, amusez-vous à parler français et surtout, continuez de nous écouter. À très bientôt. À la prochaine tout le monde! Écoute la troisième partie de Podcast Français. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une situation que je pense toute personne qui apprend une langue a vécue, et souvent redoutée d'ailleurs. La toute première interaction dans un commerce. Ah oui, le grand saut. Exactement. Ce moment à la boulangerie, au marché, où il faut demander un prix. Ça a l'air de rien, mais c'est souvent là que la confiance s'effondre complètement.
C'est un moment de vérité, en quelque sorte. C'est ça. Et pour explorer ce sujet, on a mis plusieurs documents en perspective. Notre point de départ, c'est une ressource très ciblée. Le titre d'un podcast pour débutants, il s'intitule « Parler des prix en français, conversation facile sur les achats pour débutants, podcast français ». D'accord, très direct. Très direct, et on va confronter cette approche avec deux autres visions. D'un côté, un extrait d'une méthode beaucoup plus traditionnelle, on va l'appeler le français structuré. Le genre de manuel très axé sur la grammaire, j'imagine? Voilà, la grammaire avant tout. Et de l'autre, un témoignage, un commentaire d'utilisateur trouvé sur un forum qui raconte son expérience très concrète avec ce genre de podcast. Intéressant. On a la théorie et la pratique. C'est l'idée. Notre mission, c'est de confronter ces approches. Est-ce qu'il vaut mieux un kit de survie immédiat ou des fondations grammaticales solides? Qu'est-ce qui marche le mieux pour commander son croissant sans paniquer? La question que tout le monde se pose. Alors, commençons par ce titre de podcast. Le tout premier mot, parler. Pas apprenez, pas étudier. Non, parler. C'est une injonction, c'est très direct. Oui, et ça nous met tout de suite dans ce qu'on appelle l'approche communicative. L'idée, c'est que la langue, c'est d'abord un outil, avant d'être un système de règles. Un outil pour faire quelque chose. Exactement. Le but premier, c'est pas de connaître la conjugaison du verbe coûter à tous les temps, mais d'être capable, là, maintenant, d'obtenir une information, le prix d'un objet. C'est une compétence active, fonctionnelle. C'est ça. C'est conçu pour générer ce que j'appellerais une victoire rapide. Et une victoire, même toute petite, c'est le meilleur carburant possible pour la motivation, surtout au début. D'accord. Mais c'est là, justement, que notre deuxième source, le manuel Le français structurel, entre en jeu, avec une critique assez frontale. Hein? L'auteur écrit, et je cite, « Apprendre des phrases toutes faites sans en comprendre la structure, c'est comme construire les murs d'une maison sans fondation. Oula, Le bâtiment a l'air solide, mais il s'écroulera à la première secousse inattendue. c'est une image forte. Et c'est le débat fondamental, en fait, de toute la pédagogie des langues, ça. » C'est-à-dire D'un côté, on a la méthode structurelle qui dit « il faut d'abord le squelette, la grammaire, la conjugaison, et après on mettra la chair dessus. » Et de l'autre, la méthode communicative qui dit « non, commençons par donner à l'apprenant un exosquelette fonctionnel pour une tâche précise. » Et le podcast, c'est l'exosquelette. C'est l'exosquelette, parfait. Il n'apprend pas à marcher partout, mais il permet de franchir ce premier obstacle. Un marcha. Le but, c'est pas la maîtrise linguistique, c'est la réussite transactionnelle. Ça abaisse une barrière psychologique qui est immense au début. C'est intéressant de voir ça comme un outil de déblocage psychologique. Plus que linguistique, oui, au départ. En se concentrant sur les « si », un sujet à la fois universel mais aussi très anxiogène, on s'attaque à un point de friction majeur. Exactement. C'est un effet domino de la confiance. Si on survit à la boulangerie, On se dit on pourra peut-être survivre en demandant son chemin. c'est ça. Mais la critique du français structuré reste valable. Ah oui, tout à fait. Cet exosquelette est rigide. Si la situation dévie même d'un millimètre du script qu'on a appris, On est perdu. on peut se retrouver complètement démuni, oui. Et ça nous amène parfaitement à la suite du titre du podcast. Conversation facile sur les achats pour débutants. Le mot « facile », il est au cœur du dispositif. C'est le mot-clé. Il promet un environnement contrôlé, un scénario sans aucune surprise. Facile, ici, c'est un contrat de confiance. Ça veut dire, ne vous inquiétez pas, le dialogue qu'on va vous apprendre est prévisible. J'imagine. Ça transforme une interaction qui est potentiellement chaotique en une petite pièce de théâtre dont on connaît toutes les répliques. On peut s'attendre à quoi? Des phrases courtes, un vocabulaire limité? Oui, un vocabulaire à très haute fréquence. Le strict nécessaire pour que l'achat se passe bien. L'efficacité avant tout. C'est un peu comme apprendre une chorégraphie en fait. On répète les pas jusqu'à ce qu'ils soient automatiques. C'est une très bonne analogie. Mais le problème, c'est quand un autre danseur sur scène se met à improviser. Et là, tout s'écroule. Et c'est exactement ce que décrit notre troisième source. Ce commentaire sur le forum. La personne raconte son expérience. Je vais le lire. On écoute. Le podcast, tu es génial. J'ai répété les phrases pour la boulangerie 100 fois. J'arrive, je dis bonjour, je voudrais un croissant et une baguette, s'il vous plaît. Jusque-là, parfait. Le plan se déroule sans accroc. Je demande combien ça coûte. La boulangère me dit le prix. Et là, elle ajoute quelque chose comme vous avez la carte? Ah, la fameuse question inattendue. Mon cerveau s'est éteint. Ce n'était pas dans le script. J'ai paniqué. J'ai juste payé et suis parti en courant. C'est une illustration parfaite.
et un peu douloureuse, je dois dire. On l'a tous vécu, ce moment. Ah oui, complètement. Je me souviens de ma première fois en Italie. J'avais préparé ma phrase pour commander un cappuccino. Mhm. Le serveur a pris ma commande, et puis il m'a demandé un truc, très vite, avec un grand sourire. Et J'ai juste hoché la tête, l'air de comprendre. le classique. Il est revenu avec mon cappuccino. Et un énorme gâteau à la crème. Apparemment, il m'avait demandé si je voulais la spécialité du jour. Et vous avez mangé le gâteau? J'ai mangé le gâteau. C'est exactement ça. Le script est une béquille formidable, mais elle est très très fragile. Elle ne prépare pas à l'imprévu. Or, l'imprévu, c'est l'essence même d'une vraie conversation. Exactement. Donc là, on a un conflit direct entre les approches. L'approche facile, scriptée, elle donne la confiance pour entrer dans la boulangerie, Oui, mais pas les outils pour gérer ce qui s'y passe vraiment. tout à fait. Et à l'inverse, la méthode du français structuré, elle, dirait que si cet utilisateur avait appris les bases, ne serait-ce que de la structure interrogative, Il aurait pu s'en sortir. il aurait peut-être pu identifier le mot « carte », déduire le sens de la question, même sans la connaître par cœur. Il aurait eu des outils de décodage. Donc, d'un côté, on maîtrise le connu, de l'autre, on décode l'inconnu. C'est ça. C'est l'arbitrage constant entre la profondeur et l'applicabilité immédiate. Le script, il vous apprend à réciter une poésie. La grammaire, elle vous apprend les règles de la rime pour que vous puissiez un jour écrire la vôtre. Mais le problème de la grammaire, c'est que c'est souvent long, c'est abstrait. Et ça peut être très démotivant au début. Beaucoup de gens abandonnent avant même d'arriver à l'étape de la boulangerie. C'est donc un choix de stratégie au fond. Est-ce qu'on veut une petite victoire tout de suite, au risque d'être limité plus tard? Ou est-ce qu'on accepte une phase plus ardue pour une plus grande autonomie à long terme? La vraie question, c'est peut-être, est-ce que ces deux approches sont vraiment incompatibles? Et je pense que non. Idéalement, elles devraient être complémentaires. Comment ça? On peut voir la méthode du podcast comme la toute première marche, celle qui donne l'élan. Elle offre ce sentiment d'accomplissement qui, lui, va donner l'énergie nécessaire pour s'attaquer à des choses plus complexes, Comme la grammaire? comme la grammaire. D'accord. Analysons maintenant le dernier élément du titre, qui est le format podcast français. À première vue, c'est juste descriptif, quoi. Mais pourquoi le support audio est si particulièrement adapté à cette méthode? C'est un point absolument crucial. Si on accepte l'idée qu'on apprend une pièce de théâtre, Il faut entendre les acteurs. il faut entendre les acteurs. Une langue, c'est pas que des mots sur une page, c'est avant tout une musique. L'intonation, le rythme. Les liaisons, tout ça, c'est invisible à l'écrit. Entendre la mélodie d'une question comme « c'est combien ?» qui monte un peu à la fin, aucun livre ne peut retranscrire ça fidèlement. Pour une méthode basée sur l'imitation, l'audio, c'est pas une option, c'est une nécessité. Et il y a aussi l'aspect purement pratique. La répétition, c'est la clé quand on débute. Il faut entendre et dire les phrases des dizaines de fois. Pour que ça devienne un automatisme. Et un podcast, pour ça, c'est l'outil parfait. On l'écoute en boucle, dans les transports, en faisant la vaisselle. C'est ça. Cette exposition répétée, même un peu passive, finit par graver les structures sonores dans le cerveau. On finit par savoir qu'une phrase sonne juste. Exactement. Avant même de pouvoir en analyser la grammaire. C'est de l'entraînement, presque au sens sportif. On entraîne sa mémoire auditive et sa mémoire musculaire. Celle des organes de la parole. Voilà. Mais pour revenir à nos visions opposées, un défenseur de l'approche structurée pourrait dire que ça crée des perroquets bien entraînés. Et pas des locuteurs conscients. C'est ça. On peut parfaitement imiter un son sans en comprendre le mécanisme. C'est toute la différence entre savoir chanter une chanson par cœur dans une langue étrangère et être capable de former ses propres phrases dans cette langue. Voilà, donc si on fait la synthèse, on se retrouve avec une image assez nuancée. Ce simple titre de podcast, il révèle toute une philosophie pédagogique. Très cohérente d'ailleurs. Une méthode active, appliquée à une situation concrète et rassurante et livrée via un support, l'audio, qui est parfaitement adapté. Tout ça pour l'efficacité à court terme. Et en face, on a une approche plus austère, on pourrait dire, plus exigeante, qui met en garde contre les raccourcis et qui parie sur la compréhension profonde des mécanismes pour une autonomie à long terme. Et la vérité pour la personne qui apprend, elle se situe où? Probablement entre les deux. L'idéal, ce n'est peut-être pas de choisir un camp, mais de savoir naviguer. C'est-à-dire? Utiliser le podcast pour oser entrer dans la boulangerie. Et peut-être, après cette première victoire, ouvrir le livre de grammaire pour comprendre pourquoi la boulangère a dit « vous avez la carte » et pas « avez-vous la carte ». Ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette petite interaction d'achat devient une sorte de microcosme de l'apprentissage. Oui, tout y est.
La peur de l'erreur, le besoin de confiance, le conflit entre la préparation et l'improvisation. Et cette tension permanente entre le savoir pratique et la compréhension théorique. C'est un résumé parfait. Et ça nous amène à une question un peu plus large, je trouve. Laquelle? La méthode du podcast se concentre énormément sur la production, sur le fait de dire les bonnes phrases. Oui. Mais une conversation, c'est au moins 50% de compréhension. Ah, c'est un excellent point. L'utilisateur du forum, il a échoué non pas parce qu'il ne savait pas parler. Mais parce qu'il n'a pas compris la réponse. Exactement. L'approche scriptée, elle prépare très mal à la diversité infinie de la langue parlée par des natifs. C'est son plus grand point faible. Et c'est la pensée qu'on peut laisser en suspens. Une fois qu'on maîtrise le script, comment on fait pour développer cette compétence qui est essentielle, mais tellement plus difficile à enseigner? La capacité à comprendre une parole spontanée, rapide, parfois imparfaite. Une parole qui, par définition, n'est jamais dans le manuel. Comment on passe de la récitation à l'art de l'écoute et de l'improvisation? C'est peut-être là que le véritable voyage de l'apprentissage commence vraiment,